Alors, donc, pour cette réactivité, c'est comme ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, avant de parler de cette réactivité, il faut savoir, hein, cette réactivité, elle est due à quoi? Pourquoi, par exemple, ces amines sont réactives? Et si elles sont réactives, quels sont les sites qui vont réagir? D'accord? Donc, on va commencer par une petite introduction. Donc, en notant que la réactivité de ces amines sera due à deux choses. La réactivité de ces amines sera due à deux choses. Lesquelles? La présence du doublé sur l'azote, hein, et l'hydrogène qui est sur l'azote. L'hydrogène qui est sur l'azote uniquement pour les amines primaires et les amines, pour les amines tertiaires, non. Les amines tertiaires, leur réactivité sera due uniquement à la présence du doublé sur l'azote. Donc cette réactivité, comme il est mentionné, sera due, je répète, à la présence du doublé sur l'azote, d'une part, pour toutes les classes d'amines, primaires, secondaires, tertiaires. Et la deuxième propriété qu'on va utiliser, c'est l'acidité légère de H qui est sur l'azote. Et dans ce cas-là, c'est pour uniquement l'amine primaire et l'amine secondaire. Okay? C'est uniquement pour l'amine primaire et l'amine secondaire. Okay? Alors, on va commencer tout d'abord à parler de cette réaction, donc, dont on a beaucoup parlé en S3. Rappelez-vous, en S3, lorsqu'on vous a donné, comment dirais-je, du composé, on vous a donné de les classer par ordre de basicité ou bien d'acidité. Donc, on va parler de la réactivité due à la basicité des amines. Pourquoi les amines sont basiques? Pourquoi les amines sont basiques? Hein? Hein? Oui, c'est une base de Lewis. C'est quoi une base de Lewis? Tout simplement, les amines sont basiques parce que tout simplement, ils disposent d'un doublé libre sur l'azote. Ils se comportent comme des bases de Lewis. Hein? Ils se comportent comme des bases de Lewis. Donc les amines, que ce soit l'amine primaire, l'amine secondaire ou l'amine tertiaire, vont se comporter comme des bases de Lewis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en présence d'un acide, qu'il soit un acide organique, tel que les acides carboxyliques. Un acide organique, c'est l'acide carboxylique, c'est le CO2H. Donc en présence d'un acide, qu'il soit organique, le cas des acides carboxyliques, on va assister à une réaction acido-basique. On va assister à une réaction acido-basique. Ça veut dire quoi? Donc là, c'est une amine, je répète, qui peut être primaire, qui peut être secondaire, qui peut être tertiaire, qui peut être l'ammoniac, qui peut être l'ammoniac tout court. Parce que ces amines primaires, secondaires, tertiaires, d'où viennent-ils? Ils viennent de l'ammoniac. Hein? Leur produit de départ, c'est l'ammoniac par des réactions de substitution nucléophile. On a déjà traité ça la semaine dernière. Il est sur la plateforme. D'accord? Donc, je répète ici, que ce soit l'ammoniac, que ce soit l'amine primaire, que ce soit l'amine secondaire, que ce soit l'amine tertiaire, là, les quatre vont réagir en tant que base de Lewis, à cause du doublé. Donc, le doublé que vous avez là va aller piéger le H+, parce que, je répète, les acides carboxyliques, ce sont des acides faibles qui sont dissociables en H+, et l'ion carboxylate. Donc, en présence d'une amine primaire, secondaire, tertiaire, ou bien carrément de l'ammoniac, là, ce que nous allons former ce qu'on appelle un carboxylate d'ammonium. On a un ion carboxylate, le voici. L'ion carboxylate, c'est le RCO2-, et l'ammonium, vous savez ce que c'est l'ammonium, c'est un NH4+, ou bien un NR4+. Donc, en présence d'un acide organique, les amines primaires, secondaires, tertiaires se comportent comme des bases de Lewis en fixant le H+ de l'acide et donner l'ion carboxylate. Donc, je répète, ces amines, ils peuvent réagir soit avec des acides organiques, soit avec des acides minéraux, le HX, HF, HCl, HBr, HI, etc., etc. Donc la même réaction va se passer, parce que je répète ici, d'ailleurs la réaction a été faite avec un acide faible,
Et pourquoi pas, il va se faire avec un acide fort, parce que les HX font partie des acides de force. Donc en présence d'HX, acide minéral, là, tout à l'heure, on a formé le carboxylate d'ammonium. Maintenant, ce qu'on va former, on va former ce qu'on appelle un chlorure ou bien un halogénure d'ammonium, un bromure, un chlorure, un fluorure, un iodure, d'accord? Voilà, on va former un halogénure d'ammonium. Là, on a formé le carboxylate on a formé le carboxylate d'ammonium. Là, on a formé un sel d'ammonium qui peut être à base du chlore, du fluor, du brome et d'iode. OK? Donc, la première propriété qu'on va traiter, c'est cette basicité qui est très importante. On verra par la suite, ça sert à quoi. Et d'ailleurs, vous avez des exemples parce que maintenant, le temps presse. Je n'ai pas le temps de tout faire. Hein? Le cours que vous avez en PDF, il est très, très détaillé. Et d'ailleurs, cette réaction, la dernière réaction, elle est très, très utilisée dans le domaine pharmaceutique pour préparer des composés à base d'amines qui sont parfaitement solubles dans l'eau. Parce que lorsque vous prenez une amine sur cette forme, il n'est pas soluble. Il n'est pas soluble dans l'eau. Mais lorsqu'on la transforme sous forme de sel, ça devient parfaitement soluble. Donc je répète, sur la plateforme, vous avez le cours en PDF, c'est très très détaillé. Il contient des exemples pratiques, des exemples de réalité. D'accord? Moi, je n'ai pas le temps de les faire. D'accord? Donc voilà donc pour cette propriété, comment dirais-je, due à la basicité des amines, on va aller traiter l'autre propriété qui est la propriété acide. Ok? Parce que les amines, on a vu la semaine dernière, donc qu'ils peuvent se comporter comme des bases de Lewis à cause de la présence de ce doublet libre, ou comme des acides de quoi? De Lewis? Oui, mais un acide, il peut être soit de l'acide de Lewis, soit un acide de Brønsted. Et là, c'est un acide de Lewis ou Brønsted? Brønsted, un acide de Lewis, c'est une entité qui a une case vacante, une case vide. Un acide de Brønsted, c'est un acide qui peut libérer un He+. Donc là, les amines, ici, on parlera uniquement de l'amine primaire et de l'amine secondaire. Ce sont eux qui contiennent les protons. L'amine tertiaire, pas question, parce que je répète, il n'y a pas de protons sur l'azote. Okay? Donc là, on va parler uniquement, d'ailleurs c'est déjà signalé sur le titre, on va parler de l'amine primaire et de l'amine secondaire. Donc les amines primaires et secondaires vont se comporter comme des acides très très faibles. Okay? Ce sont des acides très très faibles, parce que vous avez un H sur un atome d'azote. Si vous regardez l'électronégativité de l'azote sur le tableau périodique, c'est un atome qui est moins, il n'a pas une grande électronégativité. D'accord? C'est un atome électronégatif, oui, mais du point de vue valeur, il n'a pas une grande électronégativité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, là, ces amines-là vont se comporter comme des acides faibles. Et un acide faible, pour qu'il réagisse, il a besoin d'une base très forte. Donc pour avoir l'arrachement, pour arracher ce H qui est sur l'amine primaire ou bien sur l'amine secondaire, il est indispensable de travailler avec des bases qui sont très très fortes. Parce que je répète, le H qui est sur l'azote, il est légèrement acide à cause de la faible électronégativité de l'azote. D'accord? Donc cette réaction aussi, donc voilà, donc les bases qu'on peut utiliser, je répète, ce sont des bases qui sont très très fortes. Vous avez le NaH, l'hydrure de sodium, Na+, H-. C'est comme comment dirais-je, le H- de Li à LH4 qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le butyl lithium, un butyl, donc vous savez, c'est une chaîne à 4. Vous avez l'amidure de sodium, celui-là vous le connaissez. Nous l'avons déjà utilisé en S4 dans les acines. D'accord? Donc ce sont des bases qui sont très très fortes, et par conséquent, en présence d'une amine primaire ou bien d'une amine secondaire, on prépare ce qu'on appelle les amidures. Donc là, c'est une amine qui peut être, je répète, soit primaire, soit secondaire. En présence d'une base forte, telle que celui-là, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer ce qu'on appelle l'amidure de sodium. On va préparer un amidure de sodium, R1, R2, N-, Na+, plus le dégagement de... Voilà, donc le H qui était sur l'azote va partir sous forme d'un
de l'hydrogène. Donc on aura un dégagement d'hydrogène. Et c'est une réaction qu'on utilise pour préparer, je répète, les amidures qui se comportent comme des bases très très fortes. Parce que des bases très très fortes, parce que vous avez, c'est comme un H2. Parce que là vous avez un N- et vous avez de groupements alkyles, qui exercent des effets donneurs, plus I. Et on a vu en S3 que les effets donneurs, ils augmentent la basicité. Les effets électroattracteurs augmentent l'acidité. Donc je répète, je l'ai dit tout à l'heure, la chimie organique, c'est une chaîne. Donc il faut, s'il vous plaît, avoir ce que vous avez vu en S3, en S4, pour que vous puissiez continuer sans problème. Ok? Donc voilà, donc en présence donc d'une base très très forte, telle que les bases que vous regardez devant vous, les amines primaires ou bien secondaires peuvent être convertis sans problème en amidure de sodium, de potassium, ça dépend du contriant, de lithium, plus un dégagement de H2. Une deuxième réaction, mais cette réaction, c'est une réaction on la signale, c'est pas pour la faire, mais pour l'éviter. C'est l'action des organos magnésiens. L'action des organomagnésiens, donc on a vu en S4 comment on prépare un organomagnésien. Un organomagnésien, donc pour le préparer, il y a plusieurs étapes. Donc cette réaction, il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce que tout simplement, une amine primaire ou bien une amine secondaire en présence d'un organomagnésien, un RMJX, qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va donner? Très très bien. D'accord? Il va donner toujours l'amidure, mais accompagné de la formation. Tout à l'heure, on a formé le dihydrogène. Là, on a formé le RH. Ça vous dit quelque chose, cette réaction? Un alcane. Les organomagnésiens, comment nous les avons préparés? Hein? Hein? Rappelez-vous, lorsqu'on a préparé l'organomagnésiens, nous l'avons préparé à partir de l'alcane. Qu'est-ce qu'on a fait sur les alcanes? Non. Hein? On a fait la chloration radicalaire. Vous avez tout oublié. D'accord? Sur un alcane, on a fait une substitution radicalaire. On a fait une monochloration. Et l'halogénure, ou bien le chlorure d'alkyle obtenu, nous l'avons traité avec le Mg dans l'éther, n'est-ce pas? Pour préparer RMGX. Combien d'étapes à partir de l'alcane? 2 étapes. Voilà une, voilà la deuxième. Est-ce que ça vous paraît normal de reprendre mon organomagnésiens que j'ai préparé ici, RMGX, le traiter avec une amine primaire pour avoir R', N, H-, Mg, X-, plus la formation de l'alcane. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. D'accord? Là, ce que nous avons fait là, nous avons détruit. Nous avons détruit notre organomagnésien. Nous avons détruit notre organomagnésian parce que, je répète, cet organomagnésian que vous avez là, voilà d'où vient-il? Il vient de l'alcane en 2 étapes. Donc c'est une réaction, je répète, c'est une réaction qu'il faut éviter. Parce que ce qu'on fait là, on a détruit l'organomagnésian. C'est pour vous dire que, je vais la mettre comme remarque, les R, M, G, X, les organomagnésiens sont sensibles aux solvants, très bien,
très sensibles aux solvants protiques tels que les amines primaires et les amines secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez une réaction à faire avec un organomagnésien, il ne faut pas utiliser une amine primaire ou bien une amine secondaire comme solvant. Hein? Il ne faut pas utiliser une amine primaire et une amine secondaire comme solvant, parce que si vous utilisez l'amine primaire ou bien l'amine secondaire comme solvant, vous allez détruire l'organomagnésien en alcane. Ça veut dire votre organomagnésien, il ne va pas effectuer la réaction que vous cherchez. Il va effectuer une réaction secondaire qui est sa destruction en alcane. D'accord? Donc c'est une réaction à éviter. Hein, c'est une réaction à éviter parce que, je répète, les organomagnésiens, ils sont très très sensibles aux solvants protiques, tels que l'amine primaire, l'amine secondaire, les alcools, les thiols, l'eau, l'acide carboxylique, etc. Donc tout ce qui est source de protons représente l'ennemi de l'organomagnésien. Okay? Donc la deuxième réaction, on la signale pour l'éviter. On ne sait jamais, vous aurez une réaction à faire par la suite dans un laboratoire. Il ne faut jamais utiliser l'amine primaire et l'amine secondaire comme solvant en présence d'un organomagnésien, parce que le résultat, ça sera la destruction de l'organomagnésien. Donc voilà donc la propriété, comment dirais-je, la propriété acide. Donc on va aller aborder une autre comment dirais-je, une autre réaction, c'est celle-là, parce que parce que si vous prenez, donc je reprends ici une amine primaire ou bien une amine secondaire, hein, là nous avons dit il y a un doublé. Là, on vient de voir que ce H, il est légèrement acide. Très bien, il est légèrement acide. D'accord? Donc là, il faut utiliser une base qui est très très forte pour l'arracher. Là, on a parlé de ce doublé. On a dit que ce doublé, qu'est-ce qu'on a traité? Qu'est-ce qu'on a vu maintenant? On a vu que ce doublé peut jouer le rôle d'une base. Donc, ce doublé-là, on peut l'avoir sous forme de... Il peut jouer le rôle de base de Lewis. Il peut jouer le rôle de... Il peut jouer le rôle de base de Lewis. OK? Ce qu'on vient de traiter. Donc, en présence d'un acide minéral, ou bien un acide organique, ou bien un organomagnésien, le doublé de l'azote se comporte comme base de Lewis. Ce doublé-là, il peut changer de rôle. Il peut changer de rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il ne trouve pas devant lui un H+, il peut aller jouer le rôle d'un... Ce sont des choses qu'on a vues en S3. D'un nucléophile non chargé. En S3, on a parlé de nucléophile chargé, mais on a parlé de nucléophile non chargé. Donc, ce doublé-là, je répète, il peut jouer deux rôles. Il peut jouer le rôle d'une base de Lewis, lorsqu'il est en présence d'un H+, comme il peut jouer le rôle d'un nucléophile s'il trouve un site électrophile. Et c'est ce que nous allons traiter dans cette diapositive. Donc, ce qu'on appelle l'alkylation, ce qu'on appelle l'élimination d'Hoffmann. D'accord? Donc, la troisième propriété qu'on va voir, c'est la réactivité due à la nucléophilie de l'azote. Donc, notez s'il vous plaît, donc on va commencer par cette réaction qu'on appelle l'élimination d'Hoffmann. Donc, cette élimination d'Hoffmann va se faire sur une amine évidemment primaire. Okay? Donc, cette amine primaire, donc c'est une réaction qu'on a déjà fait la semaine dernière, lorsqu'elle est traitée par un halogénure d'alkyle en large excès, ici l'iodure de méthyle. Lorsque cette amine elle est traitée avec le CH3I en large excès, c'est un halogénure, c'est un iodure de méthyle, et donc en présence d'un excès, là
on va aller jusqu'à la formation de l'ammonium quaternaire. Donc c'est une méthode qu'on a traitée la semaine dernière. On a vu donc lorsqu'on travaille avec de l'ammoniac en excès, en présence d'un halogénure, on prépare uniquement les amines primaires. Et lorsqu'on travaille avec un halogénure d'alkyle, on peut aller jusqu'à l'ammonium quaternaire, l'iodure d'ammonium. Alors, cet iodure d'ammonium, il est traité avec le Hg2O, H2O. D'accord? Donc, ce Hg2O, H2O, normalement, lorsqu'on fait solubiliser le Hg2O dans H2O, on obtient les ions OH-. Voilà la réaction. Donc, le Hg2O en présence de H2O va donner 2Hg+, plus 2OH-. Donc, ce H-, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va aller, le Hg+, que vous avez là, pardon, qu'est-ce qu'il va aller? Il va aller complexer l'iodure. D'accord? Donc, on va avoir un précipité d'iodure d'argent qui va se former et le H- va prendre la place de I-. Donc, on va passer d'un iodure d'ammonium vers un hydroxyle d'ammonium. Alors, cet hydroxyle d'ammonium, c'est une élimination. Rappelez-vous, en S4, on a parlé des réactions d'élimination. Donc, on va éliminer quelque chose. D'accord? Alors, ce H- ici, donc je reviens sur la... bon... Ok, donc je reprends mon... Donc là, j'ai N, ça H3, ça H3, ça H3, plus OH-. D'accord? Donc, je reprends l'hydroxyle d'ammonium. Donc, cet hydroxyle d'ammonium, qu'est-ce qui va se passer pour cet hydroxyle d'ammonium? Il va se passer une réaction il va subir une réaction d'élimination. Ok? Donc, voilà l'azote. Donc, cette position, hein, c'est la position alpha par rapport à l'azote. Ok? Cette position-là, hein, c'est une réaction qu'on a déjà vue en S4. Cette position-là s'appelle bêta par rapport à N. L'azote, combien a-t-il de position bêta? 2. Voilà une à droite qui est en rouge, et vous avez une deuxième ici. Hein, donc toujours, là c'est la position bêta par rapport à l'azote. Donc ce qui va se passer, en présence de la chaleur, on va assister à ce que nous avons appelé une bêta-élimination. On va assister à une bêta-élimination. Et une bêta-élimination va donner lieu à la formation des alcènes. Très bien. Donc ce qui va se passer, c'est que ce OH- que vous avez là va aller arracher les deux. On va commencer par le premier, il va arracher un H rouge. Hein? Donc les deux électrons que vous avez là vont venir là, et on aura le départ de NH3. D'accord? Donc on va former, donc je vais les mettre en rouge. Voilà l'alcène formé par élimination de H rouge, et la deuxième réaction qui aura lieu, c'est l'arrachement de H bleu. Et donc, je répète, on arrache les hydrogènes qui sont en bêta par rapport à l'azote. Et voilà l'alcène qui va se former. D'accord? Donc, le rouge, c'est l'élimination de H terminal, du méthyle, et le bleu, c'est l'arrachement du H de CH2. Parce que, je répète, pour cet azote, il a deux positions bêta, une à droite, l'autre à gauche. Ok? Donc, ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu en S4, ça vous rappelle l'élimination de Zaitsev. Hein? Ça vous rappelle l'élimination de Zaitsev. Sauf que lorsqu'on a traité l'élimination de Zaitsev en S4, on a vu que les alcènes les plus substitués, ce sont des composés majoritaires. Et les alcènes les moins substitués, ce sont les composés, là c'est l'inverse. Le majoritaire, c'est celui-là, et le minoritaire, c'est celui-là. Ok? Donc, dans l'élimination de Zaitsev, le majoritaire,
c'est le plus substitué, le minoritaire, c'est le moins. Hein? Non, non. C'est pas je répète, dans l'élimination de Zaïtsev, le majoritaire, c'est le plus substitué. Le minoritaire, dans la réaction de Zaïtsev, quel est le produit de départ sur lequel on a travaillé? Hein? Hein? Non. Vous avez tout oublié, mes chers. Très bien. C'est un halogénure. Dans l'élimination des Zaïtsev, on travaille en présence d'un halogénure d'alkyle. Et donc, on a vu qu'en présence de NaOH, chaleur, on obtient, donc là je vais mettre CH3, et là je mettrai les bleus. Et voilà le résultat que vous avez dit que c'est faux. Alors, plus, là c'est majoritaire, et là c'est minot. Ok? Donc dans l'élimination de Zaïtsev, le plus substitué c'est le, et le moins substitué c'est le, parce que tout simplement on travaille en présence d'un très bon groupement partant qui est le X. Là on travaille en présence d'un mauvais groupement partant qui est le NCH3 trois fois. Donc l'arrachement des H ici précède le départ de X. Et d'ailleurs c'est pour cette raison, là je répète, ça c'est inversé. Okay? Donc, lorsque vous faites l'élimination de Zaïtsev, de Fman, le produit majoritaire c'est le moins substitué et le minoritaire c'est le plus substitué. Il ne faut pas confondre avec ça, parce que je répète, le produit de départ n'est pas le même. D'accord? Voilà, donc pour cette élimination de Fman, je répète, le produit majoritaire c'est le moins substitué, d'ailleurs ça représente 95%. Alors que là, vous n'avez que 5% mélangé entre Z et E, parce que là, on peut avoir soit un Z, soit un E. Donc, c'est une réaction très importante pour préparer les alcènes les moins substitués en grande quantité. Parce que parfois, en chimie organique, vous aurez besoin d'un alcène plus substitué, donc il faut aller faire la réaction de Zaïtsev, l'élimination de Zaïtsev. Si vous avez besoin d'un alcène moins substitué, il faut utiliser, l'élimination de Fman. Ok? Très bien. Donc c'est une réaction très importante qu'on va voir en travaux dirigés. Donc si vous avez des questions, on peut les traiter en travaux dirigés. Alors toujours donc dans le cadre de l'étude de cette propriété nucléophilique des amines, on va aborder une autre réaction qui est l'acylation. C'est une réaction qu'on appelle l'acylation, c'est une réaction très importante aussi, qu'on utilise à l'échelle industrielle qu'on utilise à l'échelle industrielle pour préparer des matériaux qu'on verra tout de suite. D'accord? Donc, les amines, donc ces amines-là, primaires, secondaires, je répète, sont transformées, donc j'insiste sur la nature de l'amine. Ce n'est pas n'importe quelle amine, ce sont uniquement les amines primaires et secondaires, parce que tout simplement, il y a un H qu'on peut, je répète, libérer. D'accord? Donc, sont transformés facilement en amide par réaction d'acylation. C'est une réaction qu'on reprendra dans le 3e chapitre. La réaction est la suivante. Donc, ce qu'on utilise comme produit de départ, on utilise, je répète, soit une amine primaire ou bien secondaire et un halogénure d'acide. C'est un halogénure d'acide. Et donc, l'azote ici, il va attaquer par le doublet. Donc là, on va utiliser la propriété nucléophilique de l'azote. Ça veut dire l'azote, il va attaquer par son doublet, le voici. Donc l'azote, il attaque par son doublet, et donc on va former à la fin, donc c'est une réaction qui se fait, donc on va avoir le retour de la charge au moins, et donc le départ de Cl, le chlore, le brome, l'iode, le fluor, ce sont des très bons groupements partants. Donc il va partir, donc lorsqu'il va partir, il va aller arracher un H ici, donc pour former, donc je reprends cette réaction sur la diapositive, comme ça vous allez
bien comprendre. Voilà, donc je mets donc mon halogénure d'acide, RCOCl. Donc je répète, en présence soit d'une amine primaire, soit d'une amine secondaire, R'. Donc on va utiliser la propriété nucléophilique de l'azote. Donc l'azote ici il va agir en tant que nucléophile et on aura le départ du chlore. Donc pour former, normalement, on va former R', N, H, CO, R, plus quoi? Ok? On va former une fonction amide plus la formation de HCl. Et ce HCl, il faut qu'il soit éliminé. D'ailleurs, la réaction, vous l'avez déjà vu sur la diapositive, il est faite en présence d'une base qui est la pyridine. La pyridine, c'est une base organique qui va utiliser le doublet de l'azote comme capteur de H+. C'est une base de Lewis. Et donc là, le rôle de la pyridine, c'est ça. C'est d'aller capter le HCl. Parce que tout simplement, si vous ne captez pas le HCl, le rendement sera faible. Le rendement sera très très faible. Donc là, plus, voilà, on va revenir pour utiliser la propriété basique des amines pour former ce qu'on appelle un pyridinium plus Cl-. Okay? Donc le rôle de la pyridine ici, c'est de piéger, c'est de neutraliser le HCl formé. Parce que si le HCl formé n'est pas... Donc si j'atteins le temps, vous me le dites. Okay? Si le HCl formé n'est pas éliminé, qu'est-ce qu'on aura? Si HCl formé n'est pas éliminé, qu'est-ce qu'on aura? On aura, qu'est-ce qu'on aura? Une réaction, oui, on aura une réaction de quoi? On aura une réaction d'acidification de quoi? De RNH2. C'est clair? Si, je répète, si le HCl n'est pas éliminé, on aura une réaction acido-basique entre l'amine que nous avons utilisée comme produit de départ, donc on aura cette réaction, plus HCl, ça va donner RNH3 plus Cl-. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, si le HCl n'est pas éliminé, une mole va effectuer la réaction d'acylation, la deuxième mole va effectuer une réaction acido-basique, la troisième mole va effectuer une réaction d'acylation, la quatrième va effectuer une réaction acido-basique, et ainsi de suite. La cinquième nucléophile, la sixième acido-basique, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rendement sera divisé par 2. Au lieu d'avoir un rendement à 100%, on va avoir un rendement à 50%. Donc, il est indispensable d'éliminer le HCl formé en utilisant une balle pour atteindre des rendements quantitatifs. Ça veut dire des rendements presque à 100%. D'accord? Et d'ailleurs, je répète, c'est le rôle de cette pyridine-là qui sert, je répète, pour éliminer ce HCl. Et donc, notez, il est déjà écrit là, que la réaction a lieu en présence de pyridine pour capter le HCl. On peut utiliser plusieurs bases, on peut utiliser l'amine tertiaire. On peut utiliser aussi une amine tertiaire, parce qu'il n'y a pas de H sur l'amine tertiaire, et donc on peut l'utiliser aussi à la place de la pyridine. Ok? Très bien.
Très bien. Ah, voilà une application de cette réaction. Hein, on va faire, je donne une application rapidement. C'est pas la peine d'écrire cette application. Je répète, il est sur le PDF. Il faut que j'avance. Voilà une application à l'échelle industrielle. La voici, c'est la synthèse des fibres textiles. La synthèse du nylon. Hein, vous entendez parler du nylon. Il y a des habits à base de nylon, il y a des habits à base de soie, de laine, du coton. Là, le nylon, hein, qu'on porte sur nos dos, on peut les préparer par cette réaction. C'est une synthèse organique qu'on peut faire en utilisant, comment dirais-je, un chlorure d'acide, mais cette fois-ci bifonctionnel. C'est une réaction de polymérisation. C'est une réaction de polymérisation parce que nous avons deux fonctions, une à droite, l'autre à gauche pour le chlorure d'acide et pour l'amine. Et donc, on peut avoir, je répète, cette réaction de polymérisation entre les deux et préparer ce qu'on appelle le nylon 6,6. C'est quoi le nylon 6,6? C'est une macromolécule dans laquelle on fait agir un halogénure d'acide carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une diamine acide carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le nylon 6,6, ça veut dire le nombre de carbone avec lequel participe chaque réactif. Il y a des nylons 6,4. Il y a le nylon, ce qu'on appelle le nylon 6,4, ça veut dire chacun, un participe avec 6 carbones, l'autre participe avec 4 carbones. Donc la structure, la voici. Voilà la structure de nylon, c'est un polyamide. C'est un polyamide, ça veut dire cette fonction amide, ça se répète tout au long de la chaîne polymérique. Donc c'est une application, je répète, à l'échelle industrielle, pour préparer les nylons qu'on utilise comme des fibres textiles dans l'industrie de textile. OK? Et donc c'est une réaction aussi qu'il faut faire, dans laquelle il faut utiliser l'amine en large excès pour éliminer le HCl, sinon on aura la réaction acide-basique entre l'amine et, comment dirais-je, et le HCl formé. Donc d'autres applications, vous allez les trouver sur la plateforme. Alors, on va enchaîner par, je répète, cette réaction aussi qui va utiliser la propriété nucléophilique de l'azote, c'est la sulfonation. La sulfonation, donc c'est une réaction aussi de grande importance pour deux raisons. La première, c'est qu'il va nous permettre de différencier entre l'amine primaire et l'amine secondaire et l'amine tertiaire. Ça veut dire c'est une réaction qu'on peut faire comme test. Et ce test, il porte le nom, le test d'Eisenberg. D'accord? Donc c'est un test qu'on utilise pour dire est-ce que l'amine que nous avons, il est primaire, ou bien il est secondaire, ou bien il est tertiaire. Donc la première application, c'est un test, comment dirais-je, qualitatif, qui va nous servir à savoir est-ce que l'amine il est primaire, ou bien il est secondaire, ou bien il est tertiaire, ou bien cette réaction, on peut l'utiliser pour préparer pas mal de médicaments, pas mal d'antibiotiques qu'on utilise dans pas mal de médicaments. Donc c'est une réaction largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, je répète, pour préparer les sulfonamides. Les sulfonamides, ce sont des antibiotiques largement utilisés. D'accord? Donc c'est une famille de produits largement prescrits dans pas mal d'ordonnances. Alors on va commencer par cette réaction. Donc les exemples en détail, ils sont, je répète, sur le cours PDF, sur la plateforme. Alors la réaction est la suivante. Donc on va prendre toujours soit une amine primaire, soit une amine secondaire. On va prendre soit une amine primaire, soit une amine secondaire, parce que là, il y a la possibilité de se débarrasser d'un H. Donc, une amine primaire ou bien secondaire en présence de chlorure de sulfonine, voilà le chlorure de sulfonine. Là, vous avez un AR. Un AR, voilà, je reviendrai pour vous expliquer c'est quoi un AR, en présence d'une base. La base ici, le rôle, c'est d'éliminer, de neutraliser le milieu. Ça veut dire d'éliminer le HCl formé, parce que ce soit pour l'acylation, que ce soit pour la sulfonation, toujours on aura un dégagement de HECl. Il y aura toujours un dégagement de HCl. D'accord? Donc voilà ce qu'on prépare. On prépare ce qu'on appelle les sulfonamides. Les sulfonamides, je répète, ce sont des antibiotiques largement utilisés et largement aussi synthétisés. Donc c'est une réaction qui est très importante à l'échelle pharmaceutique parce que, je répète, il est utilisé pour la préparation de ces antibiotiques-là dont on a besoin presque chaque jour. D'accord? Évidemment, donc la réaction s'accompagne de la formation d'un sel hydroHH2O. Je reviens sur cet aride-là.
hein, lorsque vous voyez un aryl, hein, donc un aryl, c'est très bien, c'est un aromatique, c'est un produit aromatique substitué. Hein? Un aryl, c'est un produit aromatique qui peut être mono, di, tri, tétra, penta, substitué. D'accord? Donc aryl, donc normalement, on le trouve sous forme comme ça. Aryl, donc c'est un noyau aromatique substitué qui peut être mono, di, tri, tétra, penta, substitué. D'accord? Donc cette réaction, je répète, voilà, il utilise des aryls. Hein, donc vous avez des exemples sur la plateforme. Des aryls, je répète, ce sont des composés, comment dirais-je, des composés aromatiques substitués. D'accord? Donc voilà la première application de cette réaction, c'est la synthèse d'antibiotiques dans l'industrie pharmaceutique. Donc la deuxième application, je répète, c'est la deuxième application. La deuxième application, c'est comment dirais-je, la détermination de la classe d'amine. Voici rapidement. Et ce qu'on appelle le test Ginsberg. Ce test, vous allez le voir, ça va se faire sur, c'est pas le même, son résultat n'est pas le même, que ce soit sur les amines primaires, secondaires ou bien tertiaires, d'accord? Donc on va commencer par les amines primaires, d'accord? Donc une amine primaire en présence d'un phényl, donc là le phényl c'est le composé aromatique le plus simple, d'accord? Donc il faut qu'on arrête, n'est-ce pas? Donc, par cette diapositive, je termine. D'accord? Donc, ce chlorure de sulfonyle en présence de l'amine primaire, hein, et on va former cet intermédiaire qui sera traité en milieu basique, donc en présence de H-. Qu'est-ce qu'on va arracher? On va arracher évidemment le H qui est sur l'azote. Voilà ce qu'on obtient. OK? Donc, on obtient le sulfonamide. S'il y a encore comment dirais-je, de la base dans le milieu en large excès, ce H aussi va sauter. Parce que je répète, c'est un H qui est, on a vu tout à l'heure, qui est légèrement acide et qui subit des effets électro-attracteurs -M de haut. D'accord? Donc en présence d'un excès de H-, on va préparer le sel. Hein? Ce sel du sulfonamide. Et donc on peut revenir vers celui-là en le traitant avec un H+, avec un H+, et on obtient un précipité. OK? Donc, cette réaction, d'accord? Donc, notez que c'est une réaction qui fait apparaître un précipité, d'accord? Donc, qui fait apparaître un précipité après avoir traité la réaction avec le H+. Expérimentalement, comment ça se fait? Rapidement, hein? Rapidement, d'accord? Donc, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le My Word. OK? Bien, tant pis. Alors, expérimentalement, bon, ça se fait comme ça. Donc on prend donc le RNH2 plus aryl SOOCl plus NaOH. Donc là, NaOH il est en large excès. Là, ce qu'on obtient, on obtient une solution homogène. Là, on obtient une solution homogène parce que, je répète, on travaille avec un AH en excès. Ça veut dire tous les produits que nous avons là sont sous forme de sels qui sont parfaitement solubles dans l'eau. Lorsque cette solution homogène elle est traitée avec HCl en excès, ça veut dire jusqu'à pH acide, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà ce qu'on obtient. On obtient ici on obtient AR,
S-O-O-N-H-R. Très bien. C'est celui-là qui donne le précipité. Donc le précipité, on l'obtient après avoir fait la deuxième réaction. Ok? Normalement, j'aurais dû, bon, vous allez comprendre bien ça, une fois on va traiter la mine secondaire et la mine tertiaire, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ok? Donc on s'arrête là aujourd'hui et on se verra donc dans un mois, Inch'Allah, donc en raison de ce que vous savez bien. Ok?